Et bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends dans ma chambre puisque c'est le seul moment de la journée aujourd'hui où je vais pouvoir vous prendre, on est dimanche. Mon petit chat est en train de faire sa sieste à l'étage et du coup je me suis dit ah bah tiens je vais en profiter pour ouvrir ce nouveau vlog en ce dimanche. La dernière vidéo a été publiée il y a quoi? Ouh, j'ai une mèche là. 20 minutes, je crois, je l'avais programmé à 15h. Ah non, j'ai cru qu'il était réveillé. Non, bon allez, je vais essayer de faire vite au cas où quand même. Du coup, je vais commencer par une petite réception que j'ai reçue hier de la part des éditions Archipoche. Alors, et il s'agit de Duel au soleil d'Angie Hockman, aussi savoureux qu'un cocktail tropical. Alors, c'est rigolo, enfin je sais pas si c'est rigolo, mais je disais à Manon ce matin, sur un message vocal que je lui ai fait, que j'avais besoin, un tantinet là, de repasser sur des lectures un peu moins légères parce qu'en fait depuis on va dire ces 15 derniers jours j'enchaîne les feel-good romance et là je suis un peu en overdose, donc heureusement il y a La Villa aux étoffes qui arrive, heureusement il y a le Julien Rampin, heureusement il y a un troisième livre que je suis en cours de lecture qui du coup sortent un peu de ce cadre ultra léger, ultra summer vibes, etc. Bon, bah celui-ci va attendre un petit peu du coup que je sorte un peu de mon enchaînement de romance feel good, puisque bon, vu la couverture, hein, clairement, je vais vous lire le dos. Henley Evans, 28 ans, est accro au travail. Son dévouement est sur le point de payer. La voilà présélectionnée pour un poste de direction. Un seul problème, Graham Crawford Collins, son grand rival qu'elle n'a jamais vu, est lui aussi en lice. Pour les départager, il leur faut doper les réservations de croisière pour les Galapagos en s'y rendant ensemble. On y est. Quand Henley rencontre Graham en chair et en os, la surprise est totale. Il n'a rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé. Entre décors paradisiaques et cocktails acidulés, les préjugés de Henley vont être mis à rude épreuve. Est-elle prête à tous les sacrifices pour décrocher le job de ses rêves? Un roman ensoleillé qui met le cœur en joie, décor exotique, histoire d'amour originale qui emporte ses lecteurs, etc. Bon, on est clairement sur un feel-good romance. Je dis pas du tout que je le lirai dans, dans 3 mois non plus, faut pas exagérer, surtout que quand on reçoit en tant que partenaire Archipoche, quand on reçoit un livre, on a un petit mois pour le lire, mais c'est juste que là sur la semaine qui vient, j'ai besoin de lecture un peu plus forte, un peu plus avec une bonne empreinte, avec voilà, où il y a un peu d'originalité, un peu voilà, des lectures qui bousculent. Donc je me le mets de côté pour voilà, peut-être dans d'ici 15 jours, 3 semaines. En tout cas, merci beaucoup les éditions Archipoche pour l'envoi de ce roman. Lecture en cours, du coup. J'avance bien. J'ai pas mal lu hier soir. J'avance bien, du coup, le tome 1 de La Villa aux étoffes. J'en suis au chapitre 23, page 200, 219. Enfin, j'avance bien. J'avance mieux que ces derniers jours, en tout cas. Je suis toujours autant à fond. Enfin, voilà. Je l'ai déjà dit, mais dès que je me plonge dedans, j'enchaîne et j'aimerais vraiment enchaîner. Enfin, c'est typiquement le genre de roman, si j'avais une journée entière rien qu'à moi, ou même juste une après-midi où je n'ai rien d'autre à faire, je pense que je pourrais clairement le terminer dans l'après-midi même, parce que je ne me lasse pas des décors, je ne me lasse pas des personnages, je ne me lasse pas des rebondissements, je ne me lasse de rien, ni de l'écriture, ni de tout. Enfin, je suis complètement fan. Et j'espère vraiment que les prochains tomes, en tout cas déjà le 2 sera au même niveau, parce que pour le moment j'accroche vraiment beaucoup. J'ai commencé ce matin parce que j'avais envie, en fait j'ai beaucoup d'envie de lecture en ce moment, et du coup je lis 3 livres en même temps depuis
aujourd'hui. Donc il y a la Villa aux Étoffes pour changer d'époque. Et comme il était plutôt court puisqu'il fait, et comme il est plutôt court puisqu'il fait 229 pages, j'ai commencé Crocodile de Denis Gombert, que d'ailleurs je lis dans le cadre du challenge cahier de vacances organisé par Marie Ducomte. Ma jolie Bibli, j'ai eu un bug, édité au Cherche Midi, ils me l'ont gentiment envoyé et je suis complètement dedans, j'adore. Ce matin j'ai lu combien, 70 pages à peu près. J'aime, j'adore. Alors il faut, je dirais, donc on est dans l'univers du tennis. On va suivre un jeune homme qui, lors de vacances en bord de mer, découvre le tennis puisque ses parents l'inscrivent à un stage et pour lui c'est une révélation. Sauf que une fois rentré dans l'Essonne, il est censé rentrer dans un club, sauf qu'en fait il est en primaire, que ses parents n'ont et pas forcément les moyens et pas forcément le temps de l'emmener et que les trajets en bus pour accéder au club sont très compliqués. Du coup ils lui promettent qu'à sa rentrée en 6ème ils l'inscriront dans un club. Du coup il va passer une année à lire Tennis Magazine, avec une balle en mousse, à faire des services et des balles sur les murs de sa chambre. Enfin bref, il est complètement mordu de tennis sans jamais vraiment avoir pratiqué à part ce stage pendant ses vacances. Et du coup il va déployer comme ça une espèce de technique, une espèce de conviction, une espèce de force, une espèce de don pour ce sport. Et là j'en suis au moment où enfin il va disputer son premier match de tennis officiel. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, en tout cas on est vraiment sur l'univers du tennis, mais alors moi je sais que c'est un univers que j'aime beaucoup. J'étais pratiquante il fut un temps. Je prends beaucoup de plaisir quand il y a Roland Garros à regarder les matchs. C'est un sport que je trouve beau. J'aime beaucoup ce sport. Pour autant, je suis pas non plus férue. Je l'apprécie, mais je suis pas au taquet. C'est-à-dire que je rate un match, je rate tous les matchs de Roland Garros. Je vais pas finir en position fétale sous ma couette. Faut pas exagérer non plus. Mais toujours est-il que voilà, si je tombe dessus, je vais être relativement happée et regarder. Et tout ça pour vous dire que il ne suffit pas d'être un fan invétéré de tennis pour apprécier ce roman. Et c'est justement toute la force de Denis Gombert, c'est-à-dire qu'il arrive à nous faire rentrer dans un univers sans pour autant nous gaver, nous saouler, nous dire ouais c'est bon, allez vas-y, garde ton roman pour un vrai joueur de tennis ou un pro ou un président de club, mais moi j'accroche pas. Et je trouve que ouais, enfin moi, ce petit gamin, quoi, j'ai envie de savoir ce qu'il a dans les jambes, j'ai envie de savoir ce qu'il a dans le cœur, j'ai envie de savoir ce qu'il a dans ses tripes, et on a envie que ça devienne que ça devienne un champion, quoi. Donc ouais, pour l'instant, je suis vraiment, vraiment à fond dedans, j'apprécie beaucoup, et puis au-delà de la technicité qui est abordée, mais qui est complètement compréhensible, on est dans une technicité plutôt soft. Il y a aussi tout cet univers du tennis avec le petit polo rayé, le short blanc, les chaussettes blanches qui montent à mi-mollet, les bonnes baskets, les différents terrains où tout le monde se jauge avant de commencer un match, mais ça reste bon enfant et en même temps on sent qu'il y a une concurrence. Enfin, il y a aussi toute cette atmosphère qui n'appartient qu'au tennis qu'on retrouve aussi dans ce livre. Donc franchement, je suis très 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 contente de l'avoir commencé et je pense qu'il va pas faire long feu parce qu'il lui file à une vitesse déconcertante. Et troisième lecture, qui est une lecture commune, j'attendais le go 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 de Manon pour me dire c'est bon, j'ai fini le Marie-Vereille, on peut commencer Rampin. Et c'est le cas, puisque j'ai eu un message tout à l'heure qui m'a dit c'est bon, on peut y aller, on peut le lire. Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. Son nouveau livre qui est sorti en mars 2022, qui est un remède à la mélancolie, nous dit Candice de Madame Bovarisme, une fable pour adultes, qui nous permet de voir l'extraordinaire dans des histoires ordinaires. Voilà, je vous refais vite fait le topo parce que j'ai fait le topo dans le vlog précédent mais pas dans celui-ci. Rapidement résumé, on est dans un immeuble parisien et il y a plusieurs personnes qui gravitent dans cet immeuble. Et il y a surtout Lola qui a choisi de prendre un nouveau départ après son divorce avec son fils de 6 ans, Léon.
Dans cet immeuble vit Martine au rez-de-chaussée, qui lui permet du coup d'épier un petit peu tout le monde. Il y a Paul-Henri qui est un vieux monsieur à l'éternel nœud papillon qui partage sur les réseaux sociaux son amour pour la littérature. Bref, voilà, c'est des histoires humaines, de personnes, de personnalités, d'histoires, de vie qui se croisent dans un seul et même endroit. Donc j'imagine un huis clos où on se juge, où on s'observe, où on se rencontre, où on se parle, peut-être uniquement des petits mots au début, puis après des plus grands discours, des plus grands secrets, je ne sais pas. Mais pareil, je pense qu'on en fait avec une bouchée. Il fait quoi? Ce qui fait 200 pages. 243 pages. Donc c'est génial. Donc potentiellement, la semaine pro, à la fin de la semaine prochaine, vous avez un vlog avec 3 updates lecture. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai fait ma photo pour le Anne Jacobs. Et que si je suis maligne, je prends de l'avance et je fais les photos pour Crocodile et pour le magasin des jouets cassés. Organisation. D'ailleurs, c'est la grande question du moment pour moi. Puisqu'il y a un second petit chat, comme vous l'aurez compris, qui arrive d'ici. Ça peut être là d'ici 1 heure, comme d'ici 2 semaines. Voilà, au choix, c'est lui qui décide. Mais toujours est-il que il va falloir, j'aimerais bien continuer à lire autant, continuer à faire les vlogs, les posts, les photos, répondre aux commentaires, regarder les vlogs des copines, etc. Je me dis qu'il y a l'envie et puis derrière il y a la réalité, le rêve et la pratique. Donc je ne sais pas. Si par ici il y a des personnes qui ont 2 enfants en bas âge, qui travaillent, qui en même temps sont sur les réseaux sociaux, qui en même temps lisent beaucoup, dites-moi quel est le secret. Je pense que c'est l'organisation. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir définitivement que je travaille, puisque je ne suis pas une pro de l'organisation. Mais je pense que je ne vais pas avoir le choix si je veux continuer à venir ici, à venir vous parler. Et comme c'est ce que j'aime faire et j'adore ça, je me vois pas dire bon bah basta les gars, là je peux plus. Non, j'ai absolument pas envie de tenir ce discours, donc je vais tout faire pour que ça continue. Même si voilà, peut-être qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation, mais bon, on verra bien, advienne que pourra, il y en a qui le font, donc bon, je me dis qu'il n'y a pas de raison que je n'y parvienne pas. Voilà, allez, 12 minutes, encore une fois je suis vraiment très longuette, je vous souhaite un bon dimanche et dans tous les cas on se reprend demain. Et bonjour tout le monde, de retour, nous sommes lundi, aujourd'hui lundi 11 juillet, je suis navrée pour ce décor qui n'est pas voilà, au niveau, on va dire, du décor où j'ai ma bibliothèque et mon joli lierre en fond. Mais là clairement c'était le plus pratique à cette heure là pour filmer, puisque j'ai mon petit garçon qui est là-haut en train de jouer. Mais je voulais quand même vous prendre aujourd'hui puisque j'ai reçu un colis et que je suis passée en boîte à livres et que j'ai dégoté 4 super livres. Alors autant vous dire que c'est la boîte à livres de mon quartier, qu'à chaque fois que j'y vais je retrouve beaucoup plus les livres que moi je mets que de nouveaux livres. Donc c'est super rare que je trouve des choses. Mais là j'étais super contente de constater, donc plutôt dans une catégorie thriller polar, qu'il y avait 4 thrillers polar que je voulais absolument lire. Et que du coup j'ai trouvé dans ma boîte à livres, donc j'étais super contente. Déjà il y a celui-ci, Le Mangeur d'âme d'Alexis Lebsker, dont j'ai beaucoup entendu parler. Il me semble que c'est Sophie du Café et des Livres qui en a parlé très récemment. C'est un thriller. Ah mais c'est lui. Mais bien sûr c'est l'auteur de Les Poupées. Je me disais bien aussi que ça évoquait quelque chose au-delà du Mangeur d'âme. Dans l'horreur, la réalité peut dépasser la légende. Je vous lis rapidement le résumé. J'ai plus que 15% de batterie, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Il n'a pas crié, il ne crie jamais. Certains secrets, pourtant bien gardés, s'avèrent parfois trop lourds à porter. Quand des disparitions d'enfants et des meurtres sanglants se multiplient dans un petit village de montagne sans histoire, une vieille légende nimbée de soufre ressurgit. Diligentés par leurs services respectifs, le commandant Guardiano et le capitaine de gendarmerie de Roland sont contraints d'unir leurs forces pour découvrir la vérité. Alors par contre, je ne sais absolument pas si, comme beaucoup d'auteurs de policiers thrillers, il s'agit
d'une suite d'enquêtes où est-ce que par exemple le capitaine de Roland et le commandant Guardiano ont fait d'autres enquêtes ensemble et que peut-être qu'un autre livre se lie avant celui-ci, je ne sais pas. Si vous le savez, dites-le moi, ça m'intéresse. J'ai dégoté de Nicolas Leclerc, inconnu au bataillon pour moi, La bête en cage, hop, vieux reflet, édité aux éditions Point. Alors, je regarde ce qu'il a écrit précédemment. Apparemment, son premier roman a été très remarqué. C'est Le manteau de neige et son dernier titre paru, c'est Toujours vivante, chez Seuil en 2022. J'irai voir. Alors, Samuel, éleveur laitier du Jura, accumule les dettes. Seul échappatoire et bien mauvaise idée s'associer avec son oncle et son cousin qui font transiter de la drogue de Suisse en France pour le compte d'un réseau de Kosovars. Mais le soir d'une importante livraison, rien ne se passe comme prévu. Samuel découvre son cousin mort au volant de sa voiture au fond d'un ravin enneigé. Pire, le chargement de drogue s'est volatilisé. Un thriller survolté qui confirme le talent de Nicolas Leclerc. Trop bien. J'aime bien comme ça découvrir de nouveaux auteurs de polar thriller. Récemment, j'ai découvert Cédric Cyr. Trop bien. Ah, mais c'est marqué... c'est marqué Marie-Hélène à l'intérieur. Je sais du coup à qui appartenaient ces livres. C'est une voisine qui s'appelle Marie-Hélène. Merci Marie-Hélène, tu ne passeras pas par là, mais du coup je sais à qui sont ces livres. Marie-Hélène. Ah bah si je la vois, je lui dirai merci alors. Ah, ils sont tous d'elle en fait. Excellent. Et j'ai trouvé du coup de Nicolas Taquian, Solitude et Celle qui pleurait sous l'eau. Donc là pareil, il y a un ami qui me disait que Thomas Kahn, c'était quand même une série d'enquêtes du seul et même policier. Et qu'a priori, celui-ci, c'est un tome 3. Donc je vais me rencarder pour voir et pas faire de bourde et solitude. Je vais voir du coup si c'est un acte isolé ou s'il y a une suite quelque part. Mais pareil, dites-moi. Alors, les résumés. Pardon, excusez-moi, je parle et je réfléchis en même temps. Alors, Celle qui pleurait sous l'eau, je pense que c'est celui qui me tente le plus parce que j'aime beaucoup le titre. Aujourd'hui, Clara n'est plus qu'un dossier sur le bureau de Thomas Kahn. Je pense qu'on dit comme ça. On vient de la retrouver morte, flottant dans le magnifique bassin art déco d'une piscine parisienne. Le suicide paraît évident. Thomas est prêt à fermer le dossier, d'autant qu'il est très préoccupé par une enquête qui le concerne et se resserre autour de lui. Mais Rhonda, son adjointe, ne peut comprendre pourquoi une jeune femme aussi lumineuse et passionnée en est venue à mettre fin à ses jours. Elle sent une présence derrière ce geste. Pas après pas, Rhonda va remonter jusqu'à la source de la souffrance de Clara. Il lui faudra beaucoup de ténacité et l'appui de Thomas pour venir à bout de cette enquête bouleversante. Ouais, clairement, ça sonne comme une suite. Je regarde. Ah, voilà. Ah, Toxique et Fantasme. Avec Thomas Kahn. Ah, du coup, en effet, c'est peut-être un tome 3. Et Solitude, non, Solitude, par contre, ça a l'air d'être isolé, j'ai l'impression. Solitude, ça parle de Ellie Martins, qui est garde nature dans le massif du Vercors. Oh, trop bien, ça se passe dans le Vercors. Ah, c'est canon ça. Il y a 12 ans, une blessure par balle l'a laissé totalement amnésique. Depuis, il s'est reconstruit une vie dans cette région, aux hivers impitoyables, aux brumes si opaques qu'elle vous égare en 2 pas. Alors qu'une tempête de neige s'abat sur le massif, des traces étranges mènent Ellie jusqu'à l'arbre taillé, un pin gigantesque dressé comme un phare au milieu de l'immensité blanche. Une femme nue est pendue à ses branches. Cette macabre découverte anime quelque chose sur la toile vierge des souvenirs d'Ellie. Et si ce corps était un avertissement, un message à son attention. Oh, comme il a l'air bien celui-ci. Alors pour tout vous dire, j'ai lu Avalanche Hotel de Nico Taquian. C'est le premier Nico Taquian que je lisais. J'ai pas méga accroché. Du coup, c'est vrai que quand j'ai vu les deux, là, je me suis dit, allez, ça a l'air d'être quand même un sacré bon auteur et tout le monde a l'air d'être féru des livres de Nicolas Taquian. Donc je suis peut-être juste tombée sur le livre un peu bof bof. Donc voilà. Bref, voilà pour les 4 que j'ai trouvés et je suis franchement plutôt très 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 contente. Hop, j'ai arrêté cette séquence pour enchaîner sur une autre séquence parce que comme j'ai presque plus de batterie, j'ai peur, si vous voulez, d'enchaîner tout
et de tout perdre parce que mon téléphone n'en veut plus. Alors, gros colis cadeau de moi à moi-même. Merci Alexia de My Book Vision qui a fait une story sur son craquage Book Off. Du coup, ni une ni deux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, je suis allée sur le site de Book Off parce que... Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Je suis allée sur le site de Book Off. Alors déjà, je ne savais pas que Book Off avait un site internet. Alors là, vous imaginez bien. Book Off, déjà, voilà. Si vous associez Book Off à solde, vous avez le gros colis que j'ai présentement avec moi. Du coup, je vais vous montrer les livres que j'ai pris. C'est bien emballé. Dans un joli petit papier mousse. Ça, c'est cool. Alors, et en plus ce que j'ai trouvé, c'est pour le coup que des livres que j'avais dans ma wishlist. C'est-à-dire que je ne me suis pas créée d'envie en regardant sur le site internet. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah ouais, alors celui-ci... Oh, trop bien, ils ont mis un petit marque-page. Alors celui-ci, j'avais très envie de le lire. Eh, mais ils sont super éteints. Oh mince, mon chéri, il est parti. Il y avait un livre pour lui que j'avais pris en cadeau, juste voilà, j'avais envie de lui faire plaisir. Oh là là, mais le bandeau il est nickel, mais il est neuf ce livre. Je suis trop contente. Bah alors mon mox à côté, vous pouvez aller vous rhabiller, je pense. C'est La fille de l'air de Randy Fugelhaug. Je sais pas trop comment on prononce, et je l'avais vu ce livre chez Sophie du Café et des Livres, et quand elle en avait parlé, ça fait un moment, ça fait quelques mois, et quand elle en a parlé, j'essaierai de vous mettre quelque part le lien vers le vlog où elle parle de ce livre. Je m'étais dit, oh là là, mais l'histoire a l'air dingue, j'ai très envie de lire ce livre. Tout de suite je l'ai ajouté sur ma wishlist et je l'ai vu qu'il l'avait chez Book Off. Je vous lis du coup le résumé. Voss, petite bourgade dans l'ouest de la Norvège, inaugure la semaine des sports extrêmes. Quand soudain la journaliste Agnès Tvedt est témoin d'un drame, une parachutiste vient de s'écraser au sol. Malgré le choc, la jeune femme qui a quitté Oslo et un poste prestigieux pour revenir dans le village de son enfance, y voit une opportunité en or pour mener son enquête. Elle s'ennuie ferme à Voss et a hâte de se mesurer à une affaire d'envergure. La police révèle bientôt que le parachute de la victime a été saboté. Les soupçons se portent alors sur d'anciennes camarades d'école, faisant se télescoper dangereusement passé et présent. Ouais, franchement, j'ai très envie de lire ce livre, édité chez Albin Michel, et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Ah non, pardon, il y en a un que j'avais pas sur ma wishlist, que j'ai ajouté. Alors, le second que j'avais sur ma wishlist, non mais alors, je suis agréablement surprise de l'état des livres. Ils sont, mais nickel, du neuf. J'en ai pour combien? Bah là, typiquement, La fille de l'air, 9. Donc, sachant qu'on peut considérer qu'il est neuf, là, 21,90. Et là, il était à 3 €. Le bouquin est nickel. En gros, j'en ai eu pour 18 €. J'avais une remise. Pourquoi j'avais une remise? Je sais pas. Pourquoi j'avais une remise? Peut-être remise supplémentaire solde? Je sais pas. Bon, bref, j'en ai eu pour 18 €. 4 brochets qui sont en excellent état. Bah alors là, je suis scotchée. Bon, bref. Aujourd'hui, comme hier, de chez Presse de la Cité. Alors déjà, la couverture, voilà, j'adore. Le dos, pareil. De Marie-Beth Keane. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. Je sais que je l'ai vu passer. J'ai lu quelques retours, mais c'était pas non plus en nombre. Deux familles sans histoire, un lien indéfectible, une journée qui va tout changer. Francis Gleason et Brian Stanhope, jeunes recrues de la police de New York, sont aussi voisins à Elam, petite ville de banlieue. Ce qui se passe chez eux à huis clos. La solitude de Lena, l'épouse de Francis, et l'instabilité d'Anne, la femme de Brian, préparent le terrain pour la tragédie à venir. Nés à 6 mois d'intervalle, Kate et Peter, leurs enfants respectifs, tissent au fil du temps une amitié profonde, annonciatrice de l'amour qui les unira à l'âge adulte. Mais l'année de leurs 14 ans, le pire finit par se produire. Brusquement séparés l'un de l'autre, les deux adolescents doivent poursuivre leur vie dans des foyers anéantis. Grand roman de l'Amérique contemporaine, il nous parle de la fragilité du bonheur, des sacrifices nécessaires pour l'atteindre et embrasse la vie de famille dans toutes ses nuances. Une méditation intrépide sur le prix de la loyauté et le pouvoir du pardon.
Ok. Oh, 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 j'adore ça. En fait, j'étais contente parce que ma palle était clairement en train de diminuer et qui dit été dit moins de réception. J'étais contente du coup puisque la palle diminuait. Voilà, je me suis chargée des réceptions moi-même. Le troisième qui du coup n'était pas dans ma wishlist et puis bah, vous voyez bien, en faisant dérouler la liste, bah, je suis tombée sur ça. Voilà, bon déjà la couverture de... Non mais je suis faible, je ne suis que faiblesse sur les romans où la couverture va me... Waouh, toi, tu m'intéresses. Bah là clairement c'était ça, Grand Hôtel Europa de Ilja Léonard Weisfer, Les presses de la cité. Magnifique, ça me fait penser à Grande Budapest Hotel et ça me fait penser à La femme de chambre, édité chez Calman Levy. Alors, un roman d'amour magistral, une réflexion ambitieuse sur l'identité européenne, le tourisme de masse et l'immigration. Un écrivain néerlandais pose ses valises au Grand Hôtel Europa, un palace à la splendeur délabrée. Il vient de rompre avec son grand amour Clio, historienne de l'art passionnée, et souhaite coucher sur le papier leur tumultueuse histoire. Si l'écriture est un remède à sa désolation, les autres clients et le personnel de l'hôtel le sont tout autant. Il y a Abdul, le groom, rescapé d'un naufrage en Méditerranée, Monsieur Montebello, le majordome, nostalgique d'un passé fastueux, un armateur crétois, une poétesse française, et surtout Monsieur Wang, le nouveau propriétaire chinois, décidé à rendre l'endroit attractif pour ses congénères. Ça a l'air trop bien, ça aussi. Voilà, donc, non mais vous voyez l'état des livres et le prix que j'ai payé. Et le quatrième, du coup, bon, que je vais lire, mais qui de base est quand même pour mon chéri, c'est le dernier roman de Théo Acola sur le volcan. Je ne sais pas si vous connaissez Théo Acola, qui est poète, artiste, interprète, enfin bref, je pense que Théo Acola, peut-être que vous connaissez pour la musique, mais peut-être pas, je sais pas en fait si certains connaissent. Moi je sais qu'avant de rencontrer mon chéri, je l'avoue, je ne connaissais pas Théo Acola. Ah oui, bah alors regardez, je vais vous faire une petite bio. Après avoir grandi, étudié et travaillé notamment en politique aux États-Unis, Théo Acola vit en France depuis les années 70, où avec Orchestre Rouge et Passion Fodder, puis 7 albums solo dont Water is Wet, il s'est imposé sur la scène alternative musicale. Il est également l'auteur de 6 romans publiés en France, parmi lesquels Idaho Babylone, donc chez Actes Sud en 2016. J'aime beaucoup la couverture de nouveau. Que des belles couvertures, hein. Alors, le résumé. Peu après l'attentat contre Charlie Hebdo, Barbara, une ado en quête d'idéal, embrasse la cause du djihad et quitte la France en compagnie de Khaled, son amoureux islamiste. Mais la renommée de son père rendant impossible une fuite discrète, les fugitifs sont obligés d'effectuer plusieurs détours avant que Barbara ne modifie le plan initial en les faisant débarquer sur la petite île grecque volcanique où vit son grand-père, dramaturge à la retraite, alcoolique et misanthrope notoire. Ce crochet par Niziros serait-il un acte manqué ? Barbara aurait-elle finalement choisi la vie ? À la voir amorphe, le regard vide, rien n'est moins sûr. Son salut semble donc reposer entre les mains d'un aïeul un peu trop éméché. Pour agir efficacement, reste la fine équipe des parents lancés à leur poursuite. Avec une énergie burlesque en diable, Théo Acola nous embarque dans un périple à travers l'Europe qui, grâce à une galerie de personnages aussi attachants que foutraques, nous fait renouer avec toute cette joyeuse humanité que les fondamentalistes prennent pour cible. Et je me souviens, quand j'avais lu le résumé, je m'étais dit waouh, c'est un livre de roman de Théo Acola et en plus le résumé a l'air fou, donc je l'ai pris et j'étais trop contente de le trouver parce qu'il est sorti en 2022, c'est vraiment son dernier roman et que j'ai payé. Donc très bon état, Théo Acola, cadeau pour mon chéri, 10€. 22,89€, un roman de 2022. Je ne suis que ravissement. Voilà. Voilà du coup pour ma petite mon petit ajout sur ma balle et je suis ravie de chez Ravie. Niveau lecture, bon alors toujours les 3 en cours, hein, Villa aux étoffes tome 1, Crocodile, Denis Gombert et le Julien Rampin, le magasin des jouets cassés que je pense que je vais finir ce soir. Je suis à fond dans ce roman, je l'adore, je vais pas vous en parler maintenant, je vous ferai un update complet parce qu'il le mérite d'avoir un update complet et pas
des petits bouts comme ça toute la semaine. Donc je pense que je vais finir celui-ci ce soir. Crocodile, je pense que je vais le finir demain. Et du coup, j'enquillerai avec la fin de la villa aux étoffes. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah si, j'ai reçu une illustration de Tom Ogoma aussi. Mais j'ai commandé le cadre et j'ai pas envie de la sortir de sa protection. Parce que c'est une illustration numérotée et signée. Non, je la laisse dans sa protection et je vous la montrerai quand j'aurai le cadre. Ce sera nettement mieux. Allez, sur ce, je vous laisse. Dites bonjour à la mouche qui passe depuis tout à l'heure. Et je vous reprends sûrement demain. Eh bien, le bonjour, je retrouve mon cadre préféré avec tous mes livres. Je suis solo à la maison. On est mardi aujourd'hui. Il doit être 10h30 par là, quelque chose comme ça. Et je voulais vous faire mon update sur le Julien Rampin, le magasin des jouets cassés, édité chez Charleston. Alors, je suis un peu déphasée ce matin, puisque j'ai lu jusqu'à minuit et demi, pour la simple et bonne raison que je voulais absolument le finir. Il me restait 4 chapitres, que je ne me voyais pas le laisser de côté, sachant que j'ai passé une bonne partie de la journée à le lire. Et j'avais envie de rester dedans et j'avais envie de le clôturer hier soir, du coup j'ai fait traîner les choses. Donc aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais on se motive et du coup j'avais vraiment envie de vous en parler assez vite. Même si hier soir je me suis dit mais oh là là, mais c'est tellement un coup de cœur, comment je vais faire, merci, pour pouvoir parler de ce livre sans trop en dévoiler, tout en leur donnant envie, mais en cherchant les bons mots, enfin bref, voilà. Déjà, je vous refais un petit topo de l'histoire, même si je pense que vous êtes pas mal à en avoir déjà entendu parler, peut-être à savoir exactement de quoi il s'agit. On va suivre Lola, qui est du coup la maman d'un petit Léon, qui je crois a 6 ou 7 ans, il me semble. Et en fait, elle est séparée très récemment de Baptiste, du coup son ex-mari, et du coup elle l'achète. Enfin, elle devient propriétaire d'un appartement dans un immeuble. Du coup où gravitent plusieurs personnages, dont Martine, dont Paul-Henri notamment, ça va être les principaux. Du coup Lola est un peu dans une période compliquée pour elle, puisque la séparation a été assez violente avec son mari, qu'elle est en cours d'aménagement, qu'heureusement gravite autour d'elle Clarisse, sa sœur d'adoption, qui voilà, est un personnage assez loufoque, aux cheveux roses, et qui ne prête pas trop attention à ce qu'on pourrait penser d'elle, de ce qu'elle fait et de la façon dont elle interagit, on va dire, avec les autres. Donc voilà, donc Lola est dans cet immeuble avec Léon. Il y a du coup Martine. Martine, c'est un peu... et d'ailleurs, il le dit à un moment dans le roman vers la fin, c'est un peu la Tati Daniel, quoi. Je sais pas si vous avez vu ce film, et je sais pas si vous voyez ce personnage complètement antipathique, complètement désagréable, qui dit tout ce qu'elle pense. En gros, si elle croise une nana obèse, elle la connaît pas, elle va lui dire non mais faut faire un régime, ma petite dame. Enfin voilà, vraiment genre le propos violent, le coup comme ça, asséné sans aucune fioriture, sans aucune rondeur. Enfin c'est la petite mamie, et j'adore d'ailleurs parce qu'à un moment elle décrit son dimanche matin où elle va au marché, et en gros elle fait exprès de s'habiller comme une petite vieille et de claudiquer comme ça, elle fait exprès en fait de passer au passage piéton, et quand elle voit une voiture arriver, elle ralentit exprès, elle dodeline un peu de la tête comme ça, et elle aime faire chier, quoi, juste tout simplement, elle aime faire chier. Et son poste d'observation favori, c'est derrière sa porte, hop, par le petit trou comme ça, elle a son petit fauteuil, elle ziote et elle remplit des petits carnets où elle écrit chaque jour tout ce qui se passe, genre un tel est remonté chez lui à telle heure, il est descendu avec telle personne, genre il était débraillé, ou
où il était de mauvaise humeur, ou enfin voilà, elle note vraiment tout ce qui se passe dans l'immeuble. Et il y a Paul-Henri qui est le troisième personnage principal, donc Lola, Martine et Paul-Henri, qui lui, Paul-Henri, est un personnage extrêmement attachant. Au début, pas tant, au final, on se dit, bon voilà, c'est le monsieur qui a la soixantaine, qui est passionné de livres et qui passe dans le quartier voir ses voisins pour distribuer de la littérature et des livres, puisque c'est vraiment sa passion. Il est blogueur littéraire, il est sur les réseaux sociaux, enfin voilà, j'allais dire le papy, mais à 60 ans, pour moi, on n'est pas vraiment un papy, mais bon, quelqu'un, on va dire, d'un certain âge, d'un âge avancé, d'un âge mûr. Et du coup, il y a une certaine modernité une certaine fraîcheur chez ce monsieur qui vous voit tout le monde, qui a une éducation très classique, avec beaucoup de manières, beaucoup de règles. On sent que c'est difficile pour lui de se laisser aller à la enfin, j'allais dire que c'est difficile pour lui de se laisser aller à la fantaisie, quoique il porte des nœuds papillons, somme toute très bariolé et très fantaisiste justement. Mais on sent que quand même, voilà, il a été éduqué dans un certain cadre et dans un certain... voilà, avec des règles vraiment de savoir-vivre à respecter. Donc voilà, les trois personnages. Et on va les suivre entre l'année 2019, donc 1989, 2019 et 2049 ou 59 2049. Donc il y a vraiment passé, présent et futur. Donc voilà, donc on oscille entre ces trois personnages. Donc au début, on fait pas forcément trop le lien entre les trois personnages, mais c'est fait exprès, hein. Julien du coup pose vraiment les bases de ces trois identités bien distinctes qui du coup se jaugent, s'apprivoisent, essayent de se comprendre, de communiquer. Et c'est compliqué au début. Pourquoi le magasin des jouets cassés? Puisque Martine, dans la rue de son immeuble, possède un magasin de jouets très ancien puisqu'il appartenait à son grand-père qui fabriquait dans la cave des jouets. Et du coup elle a hérité de son grand-père, de son père, du coup ce magasin de jouets qui aujourd'hui ressemble à voilà, un espèce d'étalage de briques et de brocs, de jouets dont plus personne ne veut, de jouets poussiéreux. On imagine les couleurs complètement passées, le bois fissuré de jouets fabriqués voilà, en bois justement. Enfin, voilà, on imagine vraiment le magasin qu'elle conserve par peut-être sentimentalisme ou un sentiment d'obligation par rapport aux générations passées. Mais dont elle ne fait vraiment plus rien. Elle ouvre la grille et il se passe rien, quoi. Et surtout, compte tenu du personnage, elle n'a pas l'air vraiment très commerçante, ni vraiment... on n'a pas le sentiment qu'elle donne envie aux gens de pousser sa porte et de potentiellement acheter des jouets. Et du coup, ce qui est joli aussi, c'est ce passage un peu qu'on peut faire entre ce magasin qui appartient à Martine et en même temps ces personnages qui sont clairement des jouets cassés, puisque on sent par exemple Martine derrière cette violence, derrière cette aigreur, derrière ce malheur qui l'assaille. On sent quelqu'un de profondément triste, de profondément malheureux, perdu, seul. Et du coup, on en arrive à la plaindre, on en arrive à vouloir lui dire mais ça va aller, enfin tout va bien se passer. Lâche prise et ça va le faire. Et en fait, que ce soit Paul-Henri, que ce soit Martine ou que ce soit du coup Lola, ce sont des jouets cassés eux-mêmes dans leur vie, puisque on va comprendre au fur et à mesure du roman qu'il s'est passé des choses dans leur vie profondément graves, profondément marquantes. Et voilà, je trouve ça assez joli ce lien qui existe entre ce magasin des jouets cassés qui existe réellement et cette métaphore aussi des jouets cassés qui correspondent du coup à ces trois personnalités touchées par la vie. Voilà, j'en suis déjà à 9 minutes d'update. Je peux pas faire plus court en fait, je suis désolée,
il y a tellement de choses à dire sur ce livre, sur l'écriture de Julien Rampin, et on peut en parler de l'écriture d'ailleurs. C'est vrai que quand je l'ai refermé hier soir, je pensais un peu à ce que j'allais pouvoir vous dire. Et si vous avez besoin d'une comparaison, ça m'a beaucoup fait penser à la plume d'Anne Gaël, à la plume de Valérie Perrin, à la plume de Mélissa d'Acosta, à la différence que, et j'en parlais avec Manon tout à l'heure, que Julien Rampin, autant Valérie Perrin, elle passe, je trouve, en force dans ses histoires, autant du coup, mince, Mélissa d'Acosta passe par l'émotion, autant là, Julien Rampin, à hauteur un peu égale sur le type d'histoire, le type de thématique, passe tout en sensibilité. Et je comparais ça, je disais ça avec Manon, c'est ce sentiment que chaque page, chaque histoire, chaque personnage, tout est écrit sur, vous savez, ce papier Bible très fin qu'on tourne vraiment avec délicatesse, et on sent que il suffit d'un élément, d'une poussière pour que ce papier se brise en fait. Et c'est de la dentelle, il est tout en sensibilité. Ce que n'est pas, je trouve, Valérie Perrin, comme je dis, qui passe vraiment en force dans les sujets, ou voilà, Mélissa d'Acosta qui est beaucoup dans l'émotion. Là, c'est de la sensibilité, mais c'est de la dentelle en fait. Et c'est extrêmement touchant. Ouais, c'est vraiment extrêmement touchant. On sent qu'il y a mis énormément de lui, parce qu'il y a beaucoup de références. D'ailleurs, il le mentionne dans les remerciements. Référence à Mylène Farmer, notamment, qu'il aime beaucoup. Enfin voilà, on sent qu'il y a mis de lui. Moi, je me suis sentie extrêmement proche de Lola dans la relation avec ses parents, dans la relation avec ses amis. Mais voilà, c'est une écriture où voilà, on aborde des sujets profonds, des sujets graves, des sujets importants, mais comment dire, mais avec une histoire pleine d'humour, une histoire quotidienne en fait. Une histoire, vous allez toquer en fait, là je vais toquer à la porte de mon voisin, et je suis sûre qu'il peut me raconter aussi son histoire, et je vais trouver de quoi écrire quelque chose. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est l'histoire à portée de main qui peut arriver à n'importe qui. Des histoires quotidiennes, des histoires simples, si je puis dire, mais du coup, à qui on vient apporter du volume, quoi. Je sais pas comment, enfin bref, lisez-le, hein, voilà, je suis désolée, 12 minutes c'est extrêmement long, mais franchement je pouvais pas faire autrement. Mais en tout cas, le magasin des jouets cassés de Julien Rampin, alors j'avais beaucoup aimé Grandir un peu, mais alors celui-ci est clairement au-dessus. Je l'ai adoré, voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Ouh, voilà, que vous dire d'autre? Mon petit planning de la journée va être assez intense, détendons-nous. Idéalement, j'aimerais bien tourner un réel coup de cœur sur le Julien Rampin, faire la photo, prendre une photo d'un livre jeunesse pour la publication de demain, prendre une photo du Crocodile, le livre que je pense finir aujourd'hui, faire une photo pour vendredi, finaliser un réel, programmer la publication, continuer le montage du vlog. Et voilà, et on sera bon si j'arrive à faire tout ça. Franchement, je serai très très fière de moi. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous reprends plus tard. Ah oui, j'avais autre chose à vous dire. Je vous le dirai plus tard, parce que là on est déjà à 13 minutes, c'est beaucoup. Donc je vous reprends plus tard. Et recoucou, nous sommes toujours mardi. Je vous reprends rapidement puisque je viens de recevoir une petite enveloppe et je pense savoir ce que c'est. Je sais pas si vous suivez Marie du compte Ma Jolie Bibli. Si vous ne la suivez pas, je vous conseille de vous abonner à son compte. Elle est aussi sur YouTube. Et récemment, est-ce que c'était en story ou est-ce que c'était sur une vidéo YouTube, je ne sais plus. Elle a publié, en fait, quand elle a du temps, elle fait
des créations manuelles. Et en fait, on a pu voir ça dans, je crois que c'était une de ses vidéos. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et du coup, je lui dis, et du coup, je dis, oh là là, mais il faut que tu te crées une boutique, c'est la prochaine étape et tout. Alors, je sais pas du tout où elle en est, du coup, de ça, si elle a le temps, si elle a l'envie et tout. Mais en tout cas, quand j'ai vu ce qu'elle faisait, je me suis dit, oh là là, mais c'est tellement, tellement beau. Bon, alors déjà, c'est très très joliment emballé, c'est-à-dire que elle n'a pas de boutique encore, mais c'est tout comme. C'est trop bien. Et du coup, voilà, suite au message que je lui ai envoyé en disant ah, c'est absolument magnifique ce que tu fais, la prochaine étape, c'est création d'une boutique et tout. Elle m'a dit ah, mais ça me ferait plaisir de t'envoyer quelque chose et tout. Donc, ouais, non, mais c'est trop beau. Je sais pas comment elle fait. Enfin, je sais pas comment elle fait dans sa vidéo, on voit. Je regarderai si c'était dans un vlog ou pas. Si c'est dans un vlog, je vous mettrai pareil la référence. Mais en fait, c'est avec des plantes. Et à un moment, enfin, elle crée l'empreinte de la plante et après elle met papier, on voit, elle met le papier dans un produit comme un... Je sais pas si c'est le même produit utilisé pour développer de la photo, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. J'adore la couleur en plus, enfin, je trouve ça magnifique. Donc un marque-page format poche et un autre format broché. Oh, j'adore la couleur. Oh, et les dégradés là. Mais c'est magnifique. Enfin, je trouve ça vraiment très très beau et j'admire en fait les gens qui ont la patience de faire des travaux manuels. Des fois, j'en vois certaines qui remplissent des carnets, qui font des découpages, du collage, qui se lancent dans des choses. Enfin, moi, je trouve ça absolument dingue et je suis toujours très admirative en fait des personnes qui font ça. Mais là, je trouve ça, ouais, ça fait comme une... En fait, ça fait impression un peu comme une radio. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, j'adore. Marie, si tu passes par là, merci, merci, merci infiniment. Et si un jour tu as envie de créer ta boutique, vas-y, tu as tous mes encouragements. Je suis trop contente. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je suis complètement fan. Bon, je vous laisse là-dessus. Il est... Quelle heure il est 13h57, ce matin j'ai tourné un réel pour le Julien Rampin, j'ai fait ma photo pour le livre jeunesse, mes photos pour le livre jeunesse, j'ai écrit ma publication pour le livre jeunesse, j'ai fait des stories, il faut que je prenne en photo le livre de Julien Rampin, il faut que je prenne en photo une pile de livres achetés qui va me servir d'illustration pour un réel que j'ai tourné la semaine dernière. Et après ça, on sera bon. Et après ça, je m'en vais faire une sieste. Donc je vous reprends sûrement après la sieste. Et bonjour tout le monde, nous sommes vendredi aujourd'hui, dernier jour de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon jeudi 14 juillet. Ici c'était carrément la folie puisqu'on a accueilli la 12e étape du Tour de France. À l'Alpe d'Huez et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas trop tourné parce que entre le bruit des hélicos, des sirènes, des gens qui applaudissaient, enfin c'était la totale, c'était une bonne ambiance. C'était la deuxième fois que je vivais ça ici. La première fois c'était en 2018. Bon bah là forcément je l'ai fait depuis mon balcon. En 2018 je bossais dessus et c'est vrai que même si on n'est pas forcément adepte du cyclisme, c'est vrai que mine de rien, ça met bien l'ambiance. Bref, je reviens aujourd'hui avec un update de Crocodile de Denis Gombert, édité chez Au Cherche Midi, pardon. Alors, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Est-ce que c'est dans ce vlog ou c'est dans le vlog précédent ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, bref. Toujours est-il qu'on suit Alain qui... du coup, lors de vacances au bord de la mer, va faire un stage de tennis et va se découvrir une passion vraiment dévorante pour le tennis. Il va finir par s'inscrire du coup
quand il est au collège dans un club de l'Essonne. Il va révéler un talent assez certain et une motivation sans faille. Il va s'entraîner mais non-stop au point du coup de gravir un petit peu, j'allais dire les échelons mais c'est pas ce mot que je cherche. Enfin de gravir un petit peu ce classement chez les jeunes joueurs. Et en fait, il va être qualifié de crocodile. Alors, je ne connaissais pas ce mot dans le domaine du tennis. Et en fait, on dit qu'un joueur fait le crocodile quand c'est un joueur qui a l'habitude de se caler en fond de court et qui ne monte pas au filet, en fait, et qui reste à l'arrière. Et voilà, et qui fait des balles plutôt longues et qui chope toutes les balles en fond de cours et qui ne monte jamais, jamais, jamais ou que très rarement au filet. D'où du coup le nom crocodile puisque c'est sa façon de jouer et c'est pour cette façon de jouer que du coup il va faire un petit peu sa renommée. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est que, alors on est clairement dans l'univers du sport professionnel, avec bien entendu tout ce côté circuit qui fait que on est dans une espèce de bulle, on ne vit que pour son sport, on a ses petits rituels, ses petites habitudes, à la fin d'un match on parle à personne, on met sa, enfin là c'est son cas, il met sa serviette, il met la tête entre les jambes à la fin de chaque match, il met sa serviette et il ferme les yeux, il repense à son match, qu'il y ait une défaite ou une victoire. La petite gourde à telle place, les chaussettes neuves, etc. Enfin, il y a tout ça, il y a tout ce rapport aussi avec l'entraîneur, il y a ce rapport aussi avec les autres joueurs, il y a le rapport aussi avec soi-même qui est assez difficile, le rapport aussi avec ses parents qui bien entendu veulent à tout prix qu'il passe son bac. Il peut continuer à jouer au tennis mais ils veulent absolument qu'il passe son bac. Et il y a aussi forcément tout ce côté à un moment le corps qui ne suit plus en fait et c'est la défaillance et c'est comment psychologiquement on rebondit, comment on revient sur le terrain et comment à certains moments potentiellement il faut se dire va falloir que je fasse autre chose quoi. Et vraiment, même si vous n'êtes pas un passionné de tennis, un passionné de sport, de compétition, je trouve qu'il y a une espèce d'urgence dans ce livre qui est assez folle, où avant d'entrer sur le cours, pendant, il y a une espèce de pression, il y a une espèce de stress et il y a des scènes qui sont très bien décrites d'échanges pendant des matchs où vraiment c'est une description genre je pose le pied à tel endroit, je sens qu'en face il est un peu fébrile sur son appui, j'en profite pour le reprendre en coup droit, etc. Enfin, et du coup c'est un peu comme une course ultra haletante et ouais, c'est vraiment un livre très complet sur le sport de compétition et le tennis et tous les codes que ça comporte. Donc franchement, ça a été vraiment une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une bonne lecture avec un bel intérêt, voilà, comme je vous disais, pour ce sport. Et c'est un peu les coulisses, c'est un peu l'intérieur, ce qui se passe dans la tête d'un tennisman qui est, voilà, qui est en compète non-stop avec les autres et parfois même des fois avec ses potes. Donc bonne lecture. Je suis toujours dans La Villa aux étoffes d'Anne Jacob. Pourquoi j'avance aussi lentement? Pas parce que le roman ne me plaît pas, mais parce que j'en avais deux autres en cours. Donc un que j'ai terminé, c'était quoi? Il y a eu Crocodile et l'autre c'était quoi? Ah c'était le Julien Rampin. Et en fait, j'arrive pas. En fait, comme j'ai des phases très courtes de lecture en ce moment, celui-ci, j'aime bien le lire quand j'ai vraiment genre 1 heure de lecture devant moi, ce qui ces derniers jours n'est pas forcément le cas. Donc j'aimerais bien m'y replonger, mais de façon intense dans celui-ci, mais il me plaît vraiment beaucoup. Et mais le 16, c'est lundi. On commence la lecture commune avec Manon, organisée par Manon, les lectures de Manon de Vindicta Cédric Cyr, que j'ai là. Que j'ai juste là. On s'est calé sur 80 pages par jour. Ce qui va être... c'est ce qu'on disait avec Manon, ça va être pas mal, mais après c'est du Cédric Cyr, donc
Voilà, à peu près ça par jour. Mais bon, je fais confiance à Cédric Cyr qui quand même a priori pond des livres plutôt addictifs. Et j'aimerais bien en parallèle en commencer un troisième, mais le risque c'est que de nouveau je laisse La Villa aux étoffes de côté. J'aimerais quand même bien le finir, donc peut-être que je vais juste me contenter de La Villa aux étoffes et Vindicta. Bref, je profite de ce passage en vidéo parce que je pense à quelque chose. J'ai eu un message ce matin de Sylvie, dont j'ai oublié le nom du compte, que je vous mettrai quelque part par là, qui a vu mes stories Instagram depuis l'Alpe d'Huez hier et qui me disait que voilà, elle, pour le Tour de France, elle était dans la vallée, pas loin de moi, enfin voilà, bref, qu'elle est de Grenoble et qu'à l'occasion, ce serait cool qu'on puisse se rencontrer et boire un verre et parler lecture et tout, ce qui est une excellente idée. Et la coïncidence fait qu'il y a quelques jours, je me disais, quand j'aurai accouché et quand je serais un peu plus cool à la rentrée, j'aimerais vraiment pouvoir organiser des rencontres de lectrices sur Grenoble. Donc déjà, il faudrait que je me renseigne parce que peut-être que ça existe déjà des clubs de lectrices sur Grenoble. Est-ce que ça existe des clubs de lectrices qui en plus sont sur les réseaux sociaux? Peut-être, mais en tout cas si ça n'existe pas déjà ou si ça existe mais qu'on peut pas se greffer, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir organiser ça parce que même si sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, TikTok et tout, on arrive à échanger, à s'envoyer des messages en privé ou même en commentaire, c'est vrai que parfois a tendance à me manquer l'échange réel où on passe vraiment une heure face à face, où on parle de lecture, mais on parle pas forcément que lecture, on peut aussi parler plein d'autres choses. Et du coup, moi étant en altitude à 1 heure de Grenoble, c'est vrai que c'est un peu compliqué et que je suis un peu isolée. Et du coup, je m'étais dit, ah bah tiens, parce que mine de rien, Grenoble, j'y vais quand même au moins une fois par mois. Donc je me disais, pourquoi pas, en fait, profiter de cette occasion pour voilà, se réunir et organiser ça. Donc si jamais parmi vous, il y a des gens qui sont à Grenoble, mais pas forcément qui sont à proximité dans l'Isère, ou en tout cas c'est facile pour vous d'aller une fois par mois sur Grenoble pour un rendez-vous voilà, entre nous, autour d'un verre pour parler livre, dites-le moi. Et voilà, peut-être qu'on sera que 2, peut-être qu'on sera 4, peut-être qu'on sera 10, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, je me dis que ça pourrait vraiment être cool. Enfin, en tout cas, je sens qu'il y a un besoin pour moi de contact humain, de proximité, quoi. Pouvoir voir les gens en face à face, même si, encore une fois, j'apprécie énormément nos échanges sur les réseaux sociaux. Mais je suis sûre que vous comprendrez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, c'était le petit message au passage pour vous dire, voilà, si vous êtes concerné par cette zone géographique, surtout n'hésitez pas à me le dire. Et puis je verrai, voilà, ce qu'on peut organiser, ce qu'on peut faire, ou si du coup on peut peut-être se rattacher à quelque chose qui existe déjà. Peut-être, faut que je me renseigne. Je pense que je vous ai... Ah si, je voulais vous dire, mais peut-être que vous l'avez vu en story, et je tenais absolument à en parler rapidement sur Instagram. Petite actu que j'ai vue chez la maison d'édition Talent Haut. Je vous mettrai du coup la couverture de ce qu'ils vont sortir en septembre. C'est une compilation de contes, donc c'est un ouvrage collectif de plusieurs contes écrits par plusieurs auteurs hongrois, mais qui a du coup ce livre de contes la spécificité d'être inclusif. Donc il a beaucoup été décrié en Hongrie, mais du coup les éditions Talent Haut ont décidé de publier une édition française. Et donc qui dit inclusif dit que le prince n'est pas forcément obligé d'épouser une princesse, et ça c'est plutôt cool. Et Blanche-Neige n'est pas obligée d'être blanche comme neige justement. Enfin voilà, c'est un peu donc j'ai l'impression qu'il y a à la fois des contes qu'on connaît déjà et des contes inventés, mais du coup qui intègrent toutes sortes de... Voilà, qui est inclusif quoi, en fait. Je peux pas mieux dire en fait, et voilà, de se dire que le pays des merveilles n'est pas forcément ouvert qu'aux hétérosexuels et aux personnes blanches, et enfin voilà. Et du coup j'ai trouvé que c'était vraiment
très 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 intéressant et très engagé de la part de Talent Haut de publier un recueil comme ça de contes inclusifs, et je pense que c'est la première fois en France, il me semble, il faut que je vérifie, mais je crois quand même. Et du coup, je pense que je vais me le procurer pour mon petit chat, parce que franchement, enfin, de façon très personnelle, je trouve ça très 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 important, en tout cas moi dans l'éducation que je veux donner à mon fils, de voilà, lui faire comprendre tout ça, et surtout qu'il soit à fond dans la tolérance et dans le respect, et que lui aussi se dise que potentiellement il y a d'autres portes qui s'ouvrent à lui, et qu'il ne faut pas être exclusif justement, mais à 2000% inclusif. Voilà, c'était le deuxième petit message du jour, mais je trouve ça vraiment important, primordial et essentiel de valoriser ce genre d'initiative. Voilà, et je vous laisse, 12, ouais, non, 12 minutes, on est encore bien dans la papote. Je vous reprends, non je sais pas si on est ah non, on n'est pas vendredi, on est jeudi, non peut-être que je vous reprendrai si j'ai des réceptions, ou si, je sais pas s'il y aura un update, parce que clairement je pense pas qu'en 2 jours je vais finir la Villa aux Étoffes. Mais voilà, si j'ai des petites choses à vous dire, je reviendrai pour clôturer le vlog. Voilà, d'ici samedi soir, et je vous souhaite une bonne journée, je vous reprends plus tard. Et bonjour tout le monde en ce dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Je reviens rapido pour clôturer cette vidéo avec une lecture commune que j'ai commencée hier, le 16, et qui n'est autre que Vindicta de Cédric Cyr. Je viens de finir le chapitre 20. Pour celles et ceux qui l'ont lu et qui se souviennent un petit peu du chapitre 18 et 19, non mais je vais pas en dire plus, je vais pas en dire plus du coup, mais en fait je suis désolée, mais je suis un peu chamboulée par ce livre, parce que c'est ce que je disais à Manon, en fait. Je suis en apnée depuis le début. À chaque fin de chapitre, je reprends mon air, j'essaye de me détendre un peu, parce que franchement, la mort en tête à côté, c'est vraiment rien du tout par rapport à Vindicta. Ça commence extrêmement fort, ça commence, mais le premier chapitre, déjà pareil, si vous l'avez lu ou si vous êtes en cours de lecture, vous voyez un peu de quoi il s'agit, cette scène de guerre où on est dans un sang-froid absolu, où on ne réfléchit pas à qui on a en face de nous et à qui on est en train de tirer une balle, quoi. Ouais, enfin, je suis désolée, je vais avoir du mal à vous parler de ce début de livre. En plus, bon, j'en suis qu'à la page 135, c'est quand même un livre qui fait plus de 780 pages. Mais dites-moi ce que vous avez pensé de ce livre, parce que alors moi ça me chamboule mais complet, ça me donne mal au bide, ça me serre la gorge, et ouais, je sais pas, c'est assez fort même dès le début, parce qu'il y a plusieurs histoires différentes. Il y a l'histoire je crois qu'elle s'appelle Marie, c'est ça, qui est écrivain, et qui du coup a une petite fille qui s'appelle Valentine. On a à côté de ça Audrey, qui est une jeune femme qui a subi des sévices dans son enfance, et qui a décidé à ses 18 ans de quitter le foyer avec un père alcoolique et violent, et une maman qui fermait complètement les yeux sur les agissements de son mari. Et du coup, cette même Audrey se retrouve du coup dans les bras du fameux Damien, qu'elle aime énormément, et ensemble, c'est un peu Bonnie and Clyde. J'exagère, mais en tout cas, ça a l'air d'être un couple prêt à faire les 400 coups pour s'en sortir. À côté de ça, il y a Salva et Fleuro, qui sont deux flics qui ont clairement été mis au placard, et qui essayent de regagner la confiance de leur supérieur. Et il y a du coup ce personnage de ce militaire qu'on a d'emblée dès le début en Afghanistan, qui a l'air d'être
une espèce de pierre, de caillou, sans aucune âme, sans aucun cœur, prêt à battre n'importe qui parce qu'on lui demande de le faire. Enfin, ouais, excusez-moi, hein, mais vraiment là, j'aurais peut-être dû te faire une petite pause avant de vous parler du début du début de ces lectures, parce que là, clairement, enfin, j'ai clos le 20e chapitre, j'ai pris mon téléphone pour clôturer le vlog et basta, mais du coup, je suis encore un peu chamboulée par ce que je viens de dire. Bon, bref, j'espère en tout cas que vous avez passé une excellente semaine. La semaine prochaine, du coup, ça va être lecture Vindicta. Normalement, enfin c'est pas normalement, c'est que c'est sur lecture commune sur le tome 2 de Blackwater que je devrais recevoir lundi ou mardi. Je l'ai enfin trouvé sur Vinted. On est 4-5 là pour l'instant. Toujours la Villa aux étoffes, définitivement. Et voilà. Et du coup, on ne sait pas voilà quand est-ce qu'après je pourrai vous reprendre, parce que là clairement la naissance est imminente, mais voilà, gros suspense. Du coup, je vous avoue que je dors pas super bien la nuit parce que bah, je commence un peu à angoisser, un peu à stresser, même si voilà, je sais ce que c'est pour l'avoir vécu une première fois, mais toutes les fois sont différentes et donc ça va être un peu voilà, grosse surprise. Mais bon, en tout cas, voilà, je vous tiens au courant. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et on se retrouve la semaine prochaine.